Retour sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, sur les impunités, sur les incompatibilités. Combien gagne réellement le député? À quand l'élection du bureau définitif? Qui pour présider la Chambre basse? Édition spéciale ce mardi 9 avril après le journal de 19h avec le député Jacques Joly, président de la commission de rédaction du règlement intérieur. Aujourd'hui, on parle constitution. On va plutôt dire loi. Professeur Jacques Joly, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. C'est en votre qualité de député national, président de la commission chargée de la rédaction du règlement intérieur qu'on vous reçoit aujourd'hui. Merci pour cette invitation qui nous permettra de lever un certain nombre d'équivoques. Alors je dois dire d'entrée, c'est 290 articles, beaucoup. Nous n'avons reçu le document qu'hier, donc cette émission sera plus d'explications. Et c'est un face-à-face, donc on essaiera aussi beaucoup de soulever les, on va dire, entre guillemets, incongruités ou incompréhensions qui peuvent venir ça et là dans ce document que vous avez rédigé en commission. Une commission composée de qui à l'Assemblée nationale? C'est une commission prévue dans la Constitution et dans la pratique parlementaire. Donc, c'était une commission de plus ou moins 90 membres, en raison de 3 députés par province sur les 26. Et quelques députés choisis à titre personnel pour soit de leur expérience, soit de leur spécialité dans les matières que nous allions aborder. Expérience en matière juridique ou en matière de fonctionnement de l'Assemblée? En matière de fonctionnement d'Assemblée, il y a des députés qui ont accumulé plusieurs cycles législatifs et c'est toujours mieux d'avoir cette expérience. Mais il y avait aussi, ce qui était très intéressant, de jeunes qui nous ont amené leur vitalité, notamment en matière de numérisation et de digitalisation, pour que nous puissions, n'est-ce pas, trouver cette symbiose entre l'expérience, mais en même temps l'audace et l'inventivité. Pas en matière de cela c'est trop, cela c'est pas bien, pourquoi cela, pourquoi autant compliquer la chose. On le constate, d'autres pays, après les élections, après les investitures du président de la République, rapidement choisissent un gouvernement, rapidement mettent en place l'Assemblée nationale. Chez nous, on est à le 20 janvier, près de 3 mois de l'investiture du président de la République. Même l'Assemblée nationale n'a pas encore de règlement d'ordre intérieur et surtout pas encore ni bureau définitif, ni session ordinaire qui devait démarrer le 15 mars. Je vais commencer peut-être par le dernier point. La session ordinaire de mois de mars, c'est une session constitutionnelle donc qui s'ouvre de plein droit le 15 mars. Donc nous sommes en session ordinaire, sauf que cette session ordinaire constitutionnelle chevauche avec la session extraordinaire inaugurale qui ne peut s'arrêter que lorsqu'on a vidé l'ensemble des questions qui sont inscrites à l'ordre du jour. Et là, nous sommes au dernier point, parce que le premier point, c'est d'abord la validation des mandats, la mise en place du bureau provisoire, l'élaboration du règlement intérieur et la mise en place du bureau définitif. On y est pratiquement. Mais la question que vous avez soulignée sur, j'appelais ça l'inadéquation dans la mise à place de nos institutions, c'est un vrai problème. Nous avons essayé de faire une étude là-dessus. On a constaté que le temps de mise en place du gouvernement dans la pratique politique congolaise sur fond de notre constitution varie entre 47 jours à 270 jours. Donc là, au moment où nous parlons, les chefs de l'État étaient élus le 19 janvier. Investi, le 19 janvier. Mais depuis lors, il a été élu le 19 décembre. Mais avant le 19 décembre, nous sommes partis en campagne le 19 novembre. Donc pratiquement depuis le mois d'octobre jusqu'aujourd'hui, la République fonctionne de manière plus ou moins irrégulière parce que les institutions ne sont pas là. Donc, il y a des responsabilités
je dirais, anthropologique, mais il y a aussi la responsabilité normative. Vous êtes de la Belgique peut se permettre d'avoir un informateur qui a 30 jours multiplié par 2, ça fait 60. Après, nous avons un formateur ou une formatrice qui prend aussi son temps pour s'imprégner. Mais entre-temps, nous avons des urgences, nous avons une guerre, nous avons une économie qui est en difficulté en termes d'érosion du pouvoir d'achat et des termes d'échange. Donc, nous avons besoin d'une gouvernance. Et malheureusement, donc, s'il y a des questions sur lesquelles moi je crois qu'il faudra discuter, c'est notamment cet article 78 de la Constitution qui impose cette procédure extrêmement longue pour, n'est-ce pas, avoir un gouvernement. La même chose pour le Parlement. Nous sommes élus, nous sommes validés à l'interne, nous devons attendre les contentieux constitutionnels. Heureusement, nous avons essayé de dire qu'on ne peut plus dépasser 30-45 jours, mais vous savez qu'il y a simplement 2-3 jours que 1/10 de cette chambre, c'est-à-dire 48 députés, ont été validés. Et aujourd'hui, ils sont encore dans la phase administrative, c'est-à-dire amener des papiers. Et donc, entre-temps. Donc, il faudra trouver de pistes de solutions. Vous avez dit, je suis de la Belgique, je corrige. Je ne suis pas de la Belgique, mais je pense que le Congolais que je suis doit regretter que la République démocratique du Congo ait copié la Belgique. Pourquoi ne pas avoir copié plus simple la France? La France, ça passe très vite. Est-ce que ces jeunes, est-ce que ceux qui arrivent dans la politique veulent faire comme les anciens, ne se disent pas ou ne vous disent pas non? En France, en 3-4 jours, tout est fait. Mais moi, je suis là dans le même temps. Je dis pas que vous êtes belge. Je sais que vous êtes congolais de père et de mère, comme on le dit. Mais moi, toi et moi, nous avons rencontré la Radio Panique, donc je sais que autant vous maîtrisez la scène politique congolaise, autant aussi vous maîtrisez la politique belge, qui n'est pas très facile et qui, malheureusement, nous sommes allés copier. Mais justement, lorsque je parle de l'article 78, qu'il faudra enlever l'alinéa 2, c'est pour tomber dans le modèle français et qui m'est beaucoup plus familier. Pourquoi? En France, dès que le président de la République est élu, le Premier ministre, en fonction, le présente sa démission. Et je crois dans le 48 heures, il y a un Premier ministre et dans l'après-midi, il y a un gouvernement qui est là. Vous avez suivi l'exemple du Sénégal qui s'est inspiré un peu beaucoup plus de la France. Donc, cette histoire, ces schémas de type belge, en Belgique, ils peuvent se permettre d'avoir 500 jours sans un gouvernement, mais ils ont une administration qui existe. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'existe pas les cas. Mais c'est eux que nous avons copiés et nous continuons à nous payer le luxe de toujours faire comme eux. Mais nous devons avoir le courage de la rupture ou de la réforme. Ces jeunes ne le voulons pas proposer. Ben, à ce niveau, ce n'est pas le but du règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est la Bible, c'est la loi interne du Parlement. Mais toutes ces questions-là sont constitutionnalisées. Donc, il faut qu'un jour, nous ayons le courage, malgré que la Constitution doit être toujours touchée avec des mains tremblantes, mais toucher des questions qu'il faut pour arriver à l'efficacité, à l'efficience de nos institutions. Parce que le mal de ces pays, c'est notamment la question des institutions. Vous dites que ce n'est pas le rôle du règlement intérieur. Ça pourrait l'être, à l'article 119 qui parle des incompatibilités. Si c'était comme en France, on passerait pas son temps à savoir combien de temps un ministre doit pouvoir assumer un intérim. Ce serait comme en France, on dit le ministre dit tout de suite oui, je suis encore au gouvernement, mais j'accepte mon mandat, je laisse mon suppléant et on passe à autre chose. On va pas prendre 2-3 semaines à discuter de l'incompatibilité ou de saisir une cour constitutionnelle qui va de toute manière dire la même chose que ce que le texte dit. C'est ça justement, ces incohérences dont toi et moi nous évoquons. Par exemple, cette histoire de 8 jours, ce n'est même pas la Constitution, c'est l'article 78 de la loi électorale. Parce que la Constitution parle de la validation tout court. Et lorsqu'on est validé, on avance et puis nous avons des institutions fonctionnelles. Mais voilà, on doit faire je sais pas comment, des discussions parfois académiques pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Tout cela, c'est
l'écriture de la Constitution. Mais, vous savez, la Constitution ne peut pas tout dire. C'est là le rôle important de tradition, de pratique. Malheureusement, nous avons une pratique constitutionnelle qui est encore fragile, qui n'a pas encore d'ancrage, qui n'a pas encore généré ce qu'on appelle en droit les habitus, c'est-à-dire les vertus, les valeurs, les principes qui vous permettent d'agir sans qu'il y ait les textes. Vous parlez de tradition, mais on sait que les faits précèdent souvent la loi. Qu'attendez-vous Vous parlez de loi électorale. Cette loi électorale, je vais vous poser la même question sur le règlement intérieur, est votée à chaque cycle. Qu'attendez-vous pour faire en sorte que ces lois électorales ne rendent pas la vie si difficile? Bon, la question de la loi électorale, c'est vrai. Ailleurs, on parle même de code électoral. En fait, nous sommes peut-être là en dehors du règlement intérieur. Chaque cycle électoral, il y a une phase préparatoire, il y a une phase exécutoire et il y a une phase évaluative. Et c'est comme ça qu'il est prévu que, à la fin du cycle électoral, la CENI, et d'ailleurs c'est un des points sur lesquels nous avons travaillé dans le règlement intérieur, la CENI dépose son rapport, soit au mois de mars, à la session de mars, le rapport annuel, soit à la fin du cycle, et c'est autour de ces débats-là à l'Assemblée, parce que par ailleurs, c'est l'Assemblée qui est, n'est-ce pas, le lieu de la représentation nationale. On discute sur l'efficacité, sur les réformes qu'il faut faire. Mais très souvent chez nous, nous faisons les réformes à la fin, à la hussarde, et finalement, nous avons des problèmes à chaque cycle électoral, et la qualité du processus diminue de cycle en cycle, ce qui touche à la légitimité, à l'efficacité de nos institutions. Là, on parlait de la loi électorale. Vous m'avez rappelé qu'on est ici venu parler du règlement intérieur. Alors, quid du règlement intérieur? Pourquoi en voter les différents? Voilà encore une autre incohérence. Vous avez parlé de la France. La France, le règlement intérieur a été fixé par une ordonnance, c'est-à-dire un acte à valeur législative. Alors, ici chez nous, la Constitution impose, lorsque vous voyez l'émission du bureau provisoire, d'élaborer et d'adopter le règlement intérieur. C'est-à-dire qu'au nom du principe d'autonomie de chaque législature, vous devez vous donner vous-même votre règlement intérieur. Et ça, c'est une autre étape, incongruité chronophage, parce que ça bouffe le temps et ça permet pas les institutions d'aller très rapidement. Alors, une autre chose, avant de rentrer dans ce règlement intérieur, vous avez dit tout à l'heure, oui, le 15 mars, c'est une date qui est consacrée dans la loi, dans le règlement intérieur aussi, qui consacre le début de la session de mars. Nous sommes en session ordinaire. J'ai failli sauter au plafond. La loi, le règlement intérieur ne dit pas ça. Il consacre, oui, le 15 mars, mais il dit que la session inaugurale est extraordinaire et ne s'arrête que quand tous les sujets sont épuisés. Entendez, la validation des mandats, le règlement intérieur et le bureau définitif. Nous ne sommes pas encore là, donc nous sommes toujours en session extraordinaire. Non, c'est ce qu'on appelle, vous avez utilisé le mot, un chevauchement. Mais qui dit il faut que cette session ordinaire soit déclarée ouverte? Elle ne peut être déclarée ouverte que par le bureau définitif. Cette session, nous sommes en session ordinaire avec un bureau provisoire. Prenez la Constitution sur la session. Vous dit que il est clairement dit, c'est la session extraordinaire, c'est 114. OK? Qui dit, à la dernière, la session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Et là, vous avez raison. Donc, tant que nous n'avons pas Nous sommes en session extraordinaire. Nous sommes en session extraordinaire. Mais lorsque vous allez à l'article suivant, il dit, l'Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit. Donc, des planos. Il ne suffit même pas des séances. C'est-à-dire, c'est une session chaque année. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. Donc, le 15 mars... C'est automatique. Automatique. Donc, dès que le bureau provisoire actuel, en termes
de cohérence de temps. Je suppose que dans une semaine, 2 semaines, le bureau définitif sera là et on est au mois d'avril, eh bien, ce bureau définitif va continuer avec une session extraordinaire jusqu'au 15. Ça va commencer, parce que ça fait mal aux oreilles d'entendre qu'un bureau provisoire peut présider une assemblée. Ah ben attendez, aujourd'hui nous sommes en bureau provisoire. Le bureau provisoire ne peut pas diriger une assemblée en session ordinaire. Non. Conclusion, nous sommes avec un bureau provisoire, il n'y a donc pas session ordinaire. La session ordinaire est automatiquement ouverte, mais les travaux de cette session vont commencer lorsque nous aurons mis en place le bureau définitif. Et si on met le bureau définitif, disons, le 20 avril, ben, nous avons encore jusqu'au 15 juin pour, n'est-ce pas, avoir notre session ordinaire. Merci, monsieur le constitutionnaliste. J'ai oublié de le dire. Vous êtes professeur en droit constitutionnel. 290 articles pour ce règlement intérieur. Ça chauffe. Plutôt que de jouer les connaisseurs face à un grand connaisseur, je vais jouer l'élève face au professeur. Mais l'expérience... L'élève critique. L'expérience que vous avez dans ces domaines... lorsque je vous suis, je me rends compte que vous devenez une sorte d'encyclopédie tellement vous maîtrisez les questions. 280 articles, merci. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté par vos pairs, oui. Le projet, mais seulement sous réserve, articles 27 et 142 par la Cour constitutionnelle. Or, l'article 290 de ce règlement intérieur stipule qu'il entre en vigueur dès qu'il est déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Oui. Question, la première, peut-on dire qu'il est entré en vigueur? Qu'implique le sous réserve? Voilà. C'est ça la beauté du droit. En fait, la théorie des réserves d'interprétation permet à la Cour de ne pas s'ériger un obstacle dans le fonctionnement des institutions. La Cour remarque que les 2 articles-là posent un problème de constitutionnalité, s'il faut le dire ceci. Alors, la Cour aurait pu dire j'ai dit, c'est inconstitutionnel à réécrire votre copie. Mais la Cour, comme une institution civilisée, il dit, monsieur du pouvoir législatif, j'ai dit que votre règlement intérieur est conforme à la Constitution, mais les 2 articles là-bas, vous les mettez aussi en application, mais vous devez suivre telle orientation. Vous devez, donc la Cour joue le rôle d'aiguillère des mises en œuvre. Il dit, appliquez-le, ces articles. Pour l'article 27, il n'y aura pas simplement une liste majorité opposition, mais il doit aussi avoir une liste des indépendants parce qu'il y a des personnes qui sont élues comme indépendants. Je veux dire l'arrêt de la Cour constitutionnelle, cette disposition doit être entendue dans le sens de l'article 13 de la Constitution qui interdit toute discrimination quant à l'accès aux fonctions publiques, notamment en raison des convictions politiques, en prenant dûment en compte les droits des non-inscrits qui peuvent aussi postuler. Voilà. Uniquement les non-inscrits. Oui. Ça veut dire, il y a majorité et opposition, chacun s'étant défini. Oui. Vous êtes de la majorité? La majorité. La majorité Union Sacrée désigne X, voilà. Mais le professeur Njoli, Union Sacrée, au nom de cette disposition sous réserve par la Cour constitutionnelle, ne peut pas présenter sa candidature. Non, c'est-à-dire, si cet article 27 doit être lu concomitamment avec l'article 26, c'est-à-dire, au début de la législature, là, on nous a distribué un document où nous faisons le choix. Oh, oui. Du Njoli, élu BC, membre de regroupement AB, nous nous inscrivons dans la majorité. Et les autres, les élus ensemble, avec Christian Mwando, s'inscrivent dans l'opposition. Alors, donc, si vous avez été élu indépendant, donc parce que si vous avez été élu par exemple, ensemble, et que vous dites non, moi, je quitte l'ensemble pour devenir non inscrit, donc vous perdez votre mandat. Mais il y a des gens qui vont aux élections en tant qu'indépendants. Donc vous ne pouvez pas les obliger d'aller
dans l'opposition ou la majorité et ne pas recevoir leur candidature énerve l'article 13 sur le point d'une discrimination. Et nous devons cette incise à l'honorable Henri Thomas Lokondo, qui était parti, n'est-ce pas, saisir la cour in illo tempore pour dire comment on peut refuser aux gens qui ont été élus indépendants le droit de se présenter et de les obliger d'être de la majorité ou de l'opposition. Et la cour lui a donné raison. Bien compris. Donc, autant du côté de l'opposition que de la majorité, les deux camps doivent s'entendre pour chacun ne présenter qu'un candidat par poste. Voilà, c'est-à-dire cet article 26 et 27 demande, il y aura d'abord des négociations entre la majorité, l'opposition et peut-être les indépendants, parce que après avoir inscrit, il faut dire l'article 26, excusez-moi, parce que c'est une question essentielle. Donc, les deux groupes vont déterminer la proportionnalité entre la majorité, l'opposition, qui sera constatée. Ça, c'est pour le bureau. Pour le bureau. Alors, lorsqu'on aura défini, on dit voilà, l'opposition a par exemple 26 membres, la majorité 424 ou 474, eh ben, on va faire maintenant la proportionnalité. Combien de membres pour la majorité et combien de membres pour l'opposition. Maintenant, chaque camp, si la majorité a plus de 6, on va négocier au sein de la majorité. Donc, il faut... On recherche, comme dit les derniers alinéas de l'article 26, les nombres importants des postes sur le bureau de l'Assemblée à chaque famille politique sont fixés par consensus. Oui, ça c'est pour l'Assemblée. Moi, je voudrais, oui. je reste au niveau de la désignation des candidats à tel et tel poste. Oui. C'est l'opposition. Il y a plusieurs groupes parlementaires qui doivent se mettre d'accord pour présenter un ticket. Voilà. Oui. Voilà, il y aura les tickets de la majorité. Et le ticket de l'opposition. Ticket de l'opposition. Et on y va. Article 142, oui. Il y a réserve là aussi. Tout autre manquement et comportement de nature à ternir l'image de l'Assemblée nationale, non prévu par le règlement intérieur, dont un député se serait rendu coupable, quel que soit le lieu, et apprécié, sanctionné par l'Assemblée plénière, saisi par le bureau, un député ou le comité des sages. La Cour constitutionnelle dit non, il doit ce député, avant d'être sanctionné, être entendu. Vous n'avez pas prévu dans votre projet de donner le droit de la défense à celui qui pourrait être accusé. Errare humanum est. L'oubli est la faculté de la mémoire. Mais c'est bien que la Cour nous ait rappelé ces dispositions. Dans tous les cas, puisque dans ces textes, parce qu'il faut aussi faire une analyse systémique, les schémas disciplinaires chez nous, c'est toujours de mettre en place une commission ou d'aller au comité des sages. Et dans la procédure qui est dans les textes, lorsque vous vous présentez devant une commission, vous avez le droit d'être assisté par 2 de vos collègues ou par un avocat extérieur. Et pour nous, nous n'avions pas mis ça tout simplement parce que c'était évident. Dans la procédure, il y a une évidence. Mais bon, on nous a rappelé, c'est une bonne chose parce que c'est la protection des droits fondamentaux. Oui, on aurait pu avoir une sanction et que celui qui aura sanctionné ait dit qu'il ait respecté la loi. Alors, question, puisqu'on en a fini avec les 2 articles sous réserve, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les députés, vous allez vous retrouver, vous allez réécrire les 2 articles en question, ou cela va rester ainsi, et à chaque fois qu'il y aura problème sur ce fait particulier, on fera référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle? C'est ça l'avantage de ces réserves d'interprétation. C'est-à-dire, il faut désormais lire ces 2 articles en ayant à l'esprit, pour l'article 27, l'article 13 de la Constitution, et pour l'article 142, l'article 19. Il n'est pas nécessaire de se retrouver encore pour réécrire, mais il faut lire ça. Le droit, c'est à la fois l'écrit et l'esprit. La Cour nous a dit, mettez l'esprit que moi je vous donne, parce que c'est moi qui suis le maître de l'interprétation. Mais pour la postérité, quand dans 20 ans, nos
aïeux, enfin, nos descendants voudront dire, mais quel était le règlement intérieur adopté? Ils n'auront que le texte de règlement intérieur, ils n'auront pas forcément l'arrêt. Non, c'est-à-dire que pourquoi ne pas le couler dans un texte définitif? Parce que ce règlement intérieur sera publié au journal officiel, parce qu'un règlement intérieur a valeur d'une loi organique. Et on publie dans le règlement intérieur les textes et l'arrêt. C'est lié. Vous devez publier l'arrêt et les règlements. Parce que c'est le règlement qui consacre l'existence juridique c'est l'arrêt qui consacre l'existence juridique, n'est-ce pas, du règlement. S'il n'y a pas d'arrêt, c'est que ce règlement-là, il est inexistant et inopposable au tiers. On en a fini avec les articles sous réserve. Maintenant, les articles, permettez-moi de le dire ainsi, qui ont retenu particulièrement mon attention. Article 25, dans les 5 jours de la notification de l'arrêt de conformité du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif, en tenant compte de la configuration politique en son sein, de la représentation équitable de la femme et des provinces. Nous sommes aujourd'hui mardi le 9 avril. L'arrêt a été notifié jeudi ou vendredi. Vendredi. Les élections doivent avoir lieu demain. L'arrêt a été notifié le vendredi. Les élections c'était un arrêt indicatif. Les samedis, c'était la journée des Papa Simo Kimba. Ok. Comptons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, vendredi prochain, les élections auront-elles lieu? Les élections doivent avoir lieu dans les délais de 5 jours. C'est un délai indicatif. Mais si vous voyez cet article, et surtout l'article 27, il y a un certain nombre de préalables, n'est-ce pas? Il faut que les députés puissent se déterminer comme membres de l'opposition. C'est déjà fait, vous avez dit. Non, il y a vendredi, il y a 48 députés qui ont été validés. Ok. Donc, ils sont en train de s'inscrire. Et puis après, 72 heures après, il y a une autre activité. Et pour le moment, le président de l'Assemblée est en train de faire cette comptabilité de la majorité de l'opposition, parce que les 48, nous ne le savons pas, ce sont de quelle tendance ou autre. Alors, quand ça sera terminé, je crois très rapidement, on va alors engager les négociations, parce qu'il est prévu que le président doit engager les négociations entre la majorité et l'opposition pour déterminer, et je suis heureux d'être venu après mon collègue Christian, pour déterminer combien de postes vont aller à la majorité, combien à l'opposition. C'est une négociation et nous sortirons avec consensus. Donc, les délais indicatifs, ces délais doivent être lus avec l'article 27 et le souci, c'est d'arriver finalement à avoir un bureau définitif pour que nous puissions avancer. Et j'espère que ça doit venir le plus rapidement possible. Donc, parce que le peuple attend impatiemment compte tenu de nombreux problèmes. Donc l'article 25, on rappelle que ce règlement intérieur est élaboré à chaque législature. Pour cette législature, c'est ce règlement intérieur qui aura donc eu un article à retenir qui n'aura pas été respecté. Lequel? Dans les 5 jours de la notification de l'arrêt. Mais nous venons de faire la compilation. J'ai bien compris, mais dans les faits, cet article n'aura pas été respecté. C'est un délai indicatif et je crois que le bureau s'active pour que nous puissions aller aux élections. Certains voient derrière cette prise de temps la non-entente intra-union sacrée. Alors, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Je suis un simple député. D'autres voient cela dans un manque de financement des activités de l'Assemblée. Je vous dis que j'ai été président de la commission, j'ai présenté mon travail,
ça a été adopté par les collègues. La Cour a confirmé les caractères conformes à la Constitution. Le reste, je suis député comme tous les autres députés et j'attends la marche qui sera fixée par le bureau provisoire. On va parler finances, il en est question dans ce règlement intérieur, mais revenons à l'article 14, la remise-reprise sur la situation générale entre le bureau provisoire et le bureau définitif. Attention, j'ai bien lu. Ma question, c'était qu'est-ce qui empêche la tenue des élections, le manque d'argent. On finira par le savoir à la remise-reprise. Comment cela devrait être pris si on apprend à ce moment-là, c'est dans bientôt, à l'installation du bureau définitif, que tout cela a pris du temps parce que financement, il n'y avait pas. C'est une entrave aux activités législatives? Mais moi, je crois que les institutions de la République doivent toujours regarder dans la même direction. Parce que nous avons tous comme employeur le peuple. Et nous avons tous comme mission servir le peuple. Donc, qu'une institution puisse entraver les fonctionnements de l'autre, je ne crois pas que ça soit dans l'éthique des responsabilités des... Est-ce que c'est le cas? C'est ma question que je pose au député Jacques N'Djoli. Mais je ne suis que député, Jacques N'Djoli. Comment je peux le savoir? Je n'entre pas dans la gestion du bureau. Je suis pas membre du bureau. Alors, puisque vous êtes celui qui a présidé la commission de rédaction de ce règlement intérieur, je vais vous poser la question qui est reprise dans l'article 117. 6 mois d'émolument pour les frais d'installation. Oui. Est-ce qu'ils ont déjà été payés? Non. Conclusion, il y a un problème de finances. Ils n'ont pas été payés. Et ça, excusez-moi de les dire, des collègues, surtout de jeunes ou de l'intérieur, broient du Nord. Bon, il y a déjà un début, on espère que tout va bien se passer. Vous imaginez quelqu'un qui a été élu, qui est arrivé ici depuis le mois de janvier, qui a pris une chambre à l'hôtel et qui est incapable de payer son hôtel, de se prendre en charge. C'est quand même donc le député, pas digne d'un représentant du peuple. Donc le député que vous êtes qui voulait ou qui pensait ne pas être en mesure de se prononcer sur les finances nous dit problème de finances il y a déjà. Mais je crois que c'est peut-être pas les lieux, mais nous sommes dans une situation financière assez quand même particulière. Et c'est le fait de la guerre qui nous est imposée par les Rwandais qui prend les ressources. Mais je crois que à tous les niveaux, pas simplement de députés. Moi, je suis enseignant. Il y a aussi des problèmes de paiement des salaires au sein de l'administration publique. Et le député est un agent public. Il est dans cette même situation. Article 26. Les groupes parlementaires de l'opposition politique jouissent d'un droit de représentation proportionnel à leur poids numérique. On en a un peu parlé. Vous avez dit que vous êtes heureux de passer ici après votre collègue Christian Mwando Nsimba. Il souhaite pour l'opposition 2 membres au bureau. Ils ne sont que 26 sur près de 500. C'est non. Mais je crois que Christian, c'est un député qui cumule une expérience. J'étais avec lui dans l'opposition en 2018. Nous étions pas 20, nous étions plus de 100. Ensemble, on avait amené plus de 100 députés. L'MLC, elle avait 23 et les autres. Mais nous n'avons eu qu'un seul poste de rapporteur adjoint. Alors, par quelle magie on va faire pour qu'ils aient 2? Peut-être lors des discussions, il nous dira. Mais par contre, ce que cette commission a fait, c'est de baisser le nombre de députés requis pour avoir une commission, un groupe parlementaire. À 20. Parce qu'avant, c'était 25. Et nous avons dit, si nous allons dans cette logique, il n'y aura pas de groupe de l'opposition, d'autant plus que cette opposition est plurielle. Alors, ensemble, on a 23. Pour convaincre 10 pros d'aller ensemble, ce n'est pas évident. Donc, en termes de participation, il ne risque que d'avoir un seul poste au bureau? Eh bien, j'ai bien des craintes si je vois l'esprit de la proportionnalité. L'Assemblée nationale ne sera donc qu'une caisse de résonance de la majorité où l'opposition fera piètre figure, parce que c'est vrai qu'au niveau international, c'est bien que le deuxième vice-président, dont les fonctions sont bien définies dans le règlement intérieur, non?
Je vous dis, j'ai la chance d'avoir été avec Christian dans l'opposition. Non, je ne vous parle pas d'expérience, je vous parle de réalité du travail parlementaire. Oui. À la deuxième vice-présidence, il ne serait pas de bon aloi que ce soit un membre de l'opposition. Le membre de l'opposition ne sera que le rapporteur adjoint. Mais nous sommes tenus par la loi. La loi, notre règlement intérieur dit la répartition c'est fait sur base de la proportionnalité. Il y a 26 ou 23. Eh bien, on va leur donner... 0. Non, pourquoi 0? Parce que quand c'est 26 sur 23, avec une dizaine de postes, ce serait 50 pour un poste. C'est donc 0. Non, il y a... Puisque vous parlez de proportionnalité. Il y a 7 postes. Oui. OK. 500. Et 5 pour 500. 26, c'est 0. Si la majorité, si nous appliquons les principes posés par l'article 26... C'est 0. Mais parce qu'il faut assurer la représentation de l'opposition, je crois qu'on va leur donner un poste, mais je ne sais pas lequel. Ce serait mieux que ce soit deuxième vice-président que le rapporteur. Je transmettrai au président de l'Assemblée le vœu de l'honorable Loussa Koueno. Je ne suis pas honorable et je demande l'avis d'un député. Non, moi je crois que c'est ça justement le but de l'article 26 in fine qui dit la proportionnalité entre la majorité et l'opposition est constatée par l'Assemblée plénière qui en prend acte. Il y a un débat là-dessus. Moi, j'ai fait ces débats-là. Le nombre important de postes au bureau de l'Assemblée nationale revenant à chaque famille politique sont fixés par consensus ou à défaut par l'Assemblée plénière dans le délai de 48 heures qui précède les dépôts des candidatures. Vous voyez un peu tous ces délais qui entrent. Donc, le président de l'Assemblée va recevoir les inscriptions à la majorité, il va venir faire rapport à la plénière, il va mettre en place une commission majorité-opposition pour discuter, et si nous tombons d'accord, ben, on leur donnera la deuxième ou autre vice-présidence. Plutôt la deuxième vice-présidence que le rapporteur adjoint. Voilà. C'est comme dans d'autres pays. En France, on a dit par exemple que le président de la commission ECOFIN, c'est l'opposition. C'est aussi ça, l'organisation du vivre ensemble. Mais c'est le fruit d'une discussion qui doit arriver dans le consensus parce que on ne peut pas imaginer une majorité, une chambre qui y aura seulement la majorité. Il faut permettre à l'opposition d'être dans le bureau. D'être dans les bureaux et de se faire entendre. Et de présider au moins une des 10 commissions. Oui, ils ont présidé, nous avons présidé parce que j'étais dans l'opposition, nous avons présidé 2 commissions. Christian était président de la commission infrastructurelle et puis ils avaient aussi la commission suivi-évaluation. Donc on leur avait sur 10 commissions, ils avaient eu 2. Mais, et Christelle Wanga présidait quelle commission? Pardon? Christelle Wanga présidait quelle commission? Christelle Wanga aussi. Donc présidait la commission, il a présidé la commission droits de l'homme et puis elle a eu la commission genre. Donc c'était 3 commissions. 3 commissions sur 10. Et cette fois-ci, pour en avoir combien? Je ne sais pas les dire à ce moment, Christian, parce que c'est des fruits de négociations. Et pour le moment, nous ne savons pas combien de membres sont dans l'opposition, combien de... 26. Voilà. Ah oui, en plus de ceux qui ont été repêchés par la Cour constitutionnelle. Voilà. C'est ce qui donne aussi un élément du retard dans les discussions. Article 58, un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Il exerce ce droit une fois au cours de la législature. Oui. Un député qui quitte son groupe parlementaire perd le droit de s'affilier à un autre groupe. Oui. Il devient non inscrit. Il en est ainsi du député qui est exclu de son parti. Alors, question... Plus de transfuges possibles comme lors de la scission FCCK? Oui, la transhumance politique est un élément de déstabilisation institutionnelle. Le PPRD avait son groupe parlementaire. Le PPRD s'est retrouvé avec des députés qui ont pu sortir de ce groupe et aller dans un autre groupe. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est une question, lorsque ça se pose, c'est un problème du groupe. Si vous voyez ces dispositions, il y a même une disposition qui tente, n'est-ce pas, de régler les conflits dans le groupe. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe comme celui-là? Il y a un débat. Le président du groupe dit que nous restons dans l'opposition. Dans l'opposition. Il y a une partie qui dit, mais non, nous devons aller dans la majorité. Il y a débat. Et on a eu un très long débat là-dessus. Et
si vous perdez le nombre de 25, en fait, le groupe doit disparaître. Et c'est une solution de sagesse qui a été prise. Il dit, le groupe ne disparaît pas, on reconnaît l'existence de deux groupes, d'autant plus que le PPRD à l'époque avait un nombre assez important. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Non, en principe, lorsque vous quittez un groupe, c'est fini. Vous devenez un non-inscrit. Vous n'allez pas faire la transhumance au sein de l'Assemblée. Article 19 de l'incompatibilité, article 108 de la Constitution et de l'accès aux travaux de l'Assemblée nationale, article 131 de la Constitution. Oui. À défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat de député. Alors maintenant, la question, elle va être directe, elle est d'actualité. Moi, je voudrais savoir, parce qu'aujourd'hui, on a des députés, ministres transitoires, des hauts cadres de l'administration, des mandataires publics qui semblent avoir, au nom d'une demande du directeur de cabinet du président de la République, qui sont en train d'assumer l'intérim. Est-ce que cela est constitutionnel, légal, et est-ce que tous se sont prononcés? Christian, je crois que j'ai eu à répondre à cette question et beaucoup de gens m'ont appelé après et dit oui, voilà, le professeur Njoli est en train d'encourager les désordres constitutionnels. Non. J'ai dit que la Constitution peut laisser des zones d'ombre. Nous sommes à l'article 108 de la Constitution. Le mandat des députés est incompatible avec le mandat des sénateurs. Le mandat des députés est incompatible avec les fonctions ou mandat suivant. On cite membres du gouvernement. Oui, non, ils sont nombreux. On va pas tous les citer. Voilà. Et il dit, lorsque l'article s'arrête là, le mandat des députés est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées. Alors, la question de 8 jours là n'est pas dans la Constitution. C'est la loi électorale. Ça, c'est d'abord, ce n'est pas un problème constitutionnel. La Constitution pose des principes d'incompatibilité. Tu peux pas être ministre et tu peux pas être... Oui, mais moi, ma question, c'est sur la Constitution. Oui. Elle est claire. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que tous ces ministres, mandataires publics, hauts fonctionnaires se sont prononcés pour rester à l'Assemblée, ont laissé leurs suppléants et aujourd'hui donc sont en détachement de manière transitoire, de manière légale? D'abord, parlons de hauts fonctionnaires. Aucun haut fonctionnaire ne peut voir sa candidature à la députation s'il ne montre pas l'acte de démission. Mais il y a certains mandataires publics qui sont... Les mandataires publics, la même chose. Vous êtes DG. Si vous voulez concourir à la fonction législative, vous devez démissionner. Les membres de cabinet politique? La même chose. Alors, maintenant, ce qui est le plus voyant, c'est les compatibilités de membres du gouvernement. Parce qu'il y a aussi des incompatibilités dans les secteurs privés. Mmh. Parce qu'il va y avoir conflit d'intérêts. Alors, en principe, les délais de 8 jours, c'est un délai impératif. Vous n'êtes plus, vous êtes élu, vous devez bannir. Mais il se pose un problème de lecture de cet article. Vous avez un gouvernement qui doit continuer à gérer. L'option qui a été prise par le président Kabila, pour moi, c'était l'option inconstitutionnelle. C'est-à-dire de nommer un premier ministre intérimaire. C'est une incongruité constitutionnelle parce que le premier ministre dans notre constitution doit être investi par l'Assemblée nationale. Alors, sur quelle base M. Koyagelio du discours a posé? Donc, c'était pas la solution. La solution, c'est celle qui est dans la pratique institutionnelle de tous les États du monde. C'est-à-dire, à partir du moment où le président de la République est élu, à partir du moment où il y a une nouvelle majorité, le Premier ministre doit aller déposer sa démission. Et le président prend acte de sa démission. Et dans les cas qui est le nôtre, le président déjà mis en place était un informateur. Donc, dans la logique
dans la pratique, le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes. Donc, pour moi, l'incompatibilité n'existe pas. Mais je vais terminer. Et je suis tellement conséquent de cela qu'en droit français, on parle de l'incompatibilité après avoir été élu. Si vous êtes nommé membre du gouvernement, c'est alors qu'il y a incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité ante. C'est l'incompatibilité post-élection. C'est lorsque vous êtes élu et que vous êtes nommé ministre que vous devez choisir. Donc, cela aussi, ce sont des points d'obscurité qu'il faudra aider à résoudre. D'autant plus qu'il y a déjà une bonne piste dans la loi portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Il est dit un premier ministre qui est déchu par motion gère les affaires courantes jusqu'à la désignation de son successeur. Et on définit c'est quoi les affaires courantes. Ce sont les affaires urgentes ou les affaires quotidiennes. Article 105, des impunités, aucun député ne peut être poursuivi, on connaît tout ça, et on parle de flagrance aussi. La détention, alinéa 3, je crois, de cet article 105, la détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert. Est-ce que, selon vous, la demande devrait être faite, notamment pour le député nouvellement validé, Modero Nsimba? Mais, puisque la loi le dit, et il y a un collègue qui a posé le problème, pour dire, nous ne demandons pas à ce stade que Modero, le poursuite, soit arrêté ou que Modero soit libéré. Nous ne connaissons pas exactement le contour de l'affaire, mais nous demandons la résidence surveillée. Qu'il soit mis en résidence surveillée, qui est son droit constitutionnel et légal. Alinéa 2 de votre article 105. Article 111, les voyages du député. Le député a le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Plus d'autorisation préalable du président ou du bureau? Pour sortir? Oui, c'est l'article 111. 111. Le député a le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Oui. Plus d'entrave. En tout cas, si vous avez votre passeport ordinaire, vous voulez sortir, aller en vacances, personne ne va vous demander un document. Alinéa 1. Attention à alinéa 2. Oui. Aucune mesure, qu'elle soit du bureau de l'Assemblée nationale ou de toute autre autorité, ne peut avoir pour effet de porter atteinte au droit de libre circulation du député. Ça confirme la première alinéa. Oui. Le problème arrive à l'alinéa 3. Seuls sont admis à l'occasion du déplacement d'un député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays les documents administratifs attestant sa qualité et le voyage à effectuer. C'est une autorisation, cela? C'est donc contraire au précédent alinéa? Non, mais les services de... Je voudrais... rappelez-moi le... Article 111. Voilà, on va aller à 111. J'ai passé la nuit, donc oui. Vous voyez. Merci. Alors, seuls sont admis, à l'occasion du déplacement du visiteur à l'intérieur qu'à l'extérieur, le document administratif attestant sa qualité et les voyages à effectuer. C'est-à-dire, lorsque je vais aller en vacances à l'intérieur du pays, d'ailleurs, il n'y a aucun document dans la pratique. Je peux aller à Lubumbashi, comme je viens d'y être, je n'ai pas besoin d'ordre de mission. Mon mandat est national. Mais lorsque vous voulez sortir avec un passeport diplomatique, il faut une autorisation de sortie pour que vous puissiez avoir la note verbale au ministère des Affaires étrangères pour aller avoir un visa. C'est ça. Ça, c'est pour l'utilisation du passeport diplomatique uniquement, qui prévoit ou qui confère à son détenteur une immunité diplomatique dans le voyage. Mais aucune autorisation, vous le dites, vous le confirmez, pour un député qui veut voyager avec un passeport ordinaire. En tout cas, si je voyage avec mon passeport ordinaire, je n'ai pas besoin d'avoir tout ces tralala. Article 115, assistant parlementaire supplémentaire, donc 2, si le budget de l'Assemblée parlementaire le permet. Est-ce qu'on peut parler émolument du député dans cette émission? Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on arrive, pas simplement pour les députés, mais pour
tous les agents de l'État. Il est important que pour des raisons de transparence et d'hygiène, qu'on sache combien touche un député. On a parlé de 21 000. Aujourd'hui, vous n'avez jamais touché cet argent. J'ai entendu son éminence, le cardinal, parler des 30 000. J'aurais bien voulu avoir les 30 000. Vous les avez jamais eu? Non. Voilà. Non, vous les avez jamais eu. Non. Non, j'ai jamais eu. Voilà. Mais attention, je vous ramène à l'article 147. Alors, le bureau détermine par un règlement financier approuvé par l'Assemblée plénière les modalités d'exécution de la dotation de l'Assemblée nationale. La gestion de la dotation est assurée par le président de l'Assemblée nationale qui en est l'ordonnateur général. Jusqu'à combien un député peut-il toucher en plus, sachant qu'il y a son salaire? Si on est membre de commission, il y a des jetons. Si on est président de groupes parlementaires, il y a de l'argent supplémentaire. Si on est président de commission parlementaire, il y a normal, il y a de l'argent en plus. Président commission parlementaire spéciale, il y a de l'argent en plus. Combien maximum le député peut toucher? Voilà, justement, c'est là où on peut comprendre, et heureusement vous avez compris, parce que dans la loi, dans ces règlements intérieurs, il est question des émoluments. Donc, ce qu'on peut appeler les salaires du député. C'est cela qui est de 14 500 000. Et si vous allez maintenant sur le marché, donc le marché interbancaire, même parce que parfois la cité, les dollars... Ça fait 5 000 $ aujourd'hui. 5 000 $. Oui, mais... maintenant, c'est que vous dites là... Jusqu'où avec tous, plus toutes ces dotations? Alors, moi, je peux pas vous dire combien touche un membre du bureau. En France, j'étais en train de lire, les membres du bureau du Sénat à 15 000 €. Maintenant, nous savons, et c'est bien de l'avoir souligné, et notre règlement intérieur, je crois, l'est dit, il y a des primes de fonction. Moi, je suis président de la commission. Je ne travaille pas comme les autres membres. Donc, il y a des primes. Qu'avez-vous eu? Vous avez dit qu'on peut en parler, non? Librement. Qu'avez-vous eu en plus pour la présidence de cette commission? D'abord, ce qui est important à dire, c'est que les rémunérations, c'est une rubrique fixe. Maintenant, toutes les autres rubriques-là, frais, c'est des frais de fonctionnement. Or, les deux montants-là n'arrivent pas au même moment, Christian. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes payés, par exemple, aujourd'hui, on ne l'est pas encore, quand vous êtes payé, c'est la rémunération. Maintenant, lorsque l'Assemblée aura les frais de fonctionnement, vous serez payé. On sera alors payé. Le président de l'Assemblée aura ce qu'il doit avoir. Le président, moi j'étais vice-président de ma commission. Vous touchez combien? J'ai touché l'équivalent de 2 500 $. Et donc, vous ne savez pas aujourd'hui ce que va vous valoir la présidence de cette commission? Non. Aujourd'hui, vous attendez à combien? Depuis que nous sommes là, il y a des pasteurs aussi qui sont comme les éminences. Aujourd'hui, nous sommes là, mois janvier, vous avez touché 14 500 000, ce qui te fait 5 400. Et tu peux imaginer combien de charges nous avons. Donc, ces montants-là de frais de fonctionnement ou la production que tu donnes, toi en tant que président de la commission ou vice-président de la commission ou rapporteur. Vous savez, j'étais dernièrement à l'Union interparlementaire et il y a un député français qui est venu me poser cette question. Je lui ai dit, bon écoutez, moi je fais le droit parlementaire chez vous et j'enseigne le droit parlementaire. Toi, comme député en France, tu as droit à 7 050 € comme émolument. 2, vous avez comme indemnité de mandat, vous avez 7 500 € en plus. Vous êtes d'accord? Il a dit oui. 14 500. Oui. J'ai dit, vous avez droit à une indemnité de logement. C'est de combien? Il dit 1 450 €. 15 000, 16 000. Voilà. Et puis, on vous donne chaque mois 9 500 € pour payer votre assistant, et les 5 à mi-temps. Est-ce que nous n'avons pas tout cela? Attention.
Et nous n'avons pas la prétention d'avoir tout cela. Parce que nous ne sommes pas la France. Il faut préciser aussi que tout cet argent supplémentaire est à justifier pour le député en France sur base de factures officiellement libellées. Tout à fait d'accord. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Est-ce que vous connaissez l'affaire du Premier ministre qui a recruté sa femme et ses enfants? C'était en France. Et ces éléments que vous donnez là, ce sont des mesures correctives. D'abord, qu'on a interdit le recrutement de membres de famille, et la nécessité de voir. Alors, il y a autre chose que je trouvais intéressant en droit comparé, c'est-à-dire que le député français a droit à 40 voyages aller-retour gratuitement dans le train. À justifier. C'est-à-dire entre sa base, quand je suis élu de Puy-de-Dôme, je peux prendre les trains gratuitement ou l'avion et je dois amener les histoires. Donc, autre chose, les députés français ont un droit à un bureau à côté des Palais Bourbon où ils installent ces services. C'est dans les 7000 voilà. Supplémentaires. Donc, toujours à justifier. Donc, la question qui est chez nous aujourd'hui, il faut, Christian, que nous fassions la conférence nationale sur les salaires. Parce que quand on fixe les salaires l'émolument du député français, on dit cet émolument-là doit être aligné sur la dernière catégorie de personnel de la haute administration. Vous savez, quand on est préfet en France, ce n'est pas peu. Ce n'est pas peu. Donc, il faut qu'on dise combien touche un député, combien touche un ministre, combien touche un PDG. C'est très important de savoir si je suis PDG de l'entreprise X, je gagne combien, quels sont les avantages que j'ai. Nous avons tous grandi dans les maisons où nous visitions les maisons. Moi, j'ai vu des maisons où on amenait même des liquides de vaisselle au PDG et autres. Donc, ce sont des questions importantes. C'est pourquoi on parlait du chef de l'État qui avait dit qu'il faudra qu'on s'occupe de députés parce qu'il a vu. Moi qui vous parle, Christian, j'ai construit pas moins de 40 écoles. Ce n'est pas votre métier. Malheureusement. Mais ça, c'est un investissement propre. D'ailleurs, sur le financement des campagnes électorales, on doit aussi parler parce que il pourrait y avoir certaines inégalités entre candidats. Oui. Mais c'est un investissement que vous entreprenez pour être élu. Non, c'est vrai, c'est pour être élu. Mais nous les élus ruraux, nous nous trouvons devant une population totalement abandonnée. Pour laquelle vous devez vous battre, que pour trouver le budget. Pour que des infrastructures soient remises en ordre. Voilà. Certains vous reprochent, d'ailleurs, beaucoup de députés quinois, d'aller là-bas pour chercher mandat et de revenir définitivement à Kinshasa sans vous soucier. C'est pour ça que vous vous sentez donc obligé d'investir autant pour obtenir un mandat. Non, ce que vous dites est vrai. C'est pourquoi dans ces règlements, il y a des fonctions que nous avons voulu réhabiliter. La fonction de représentation. Et il est important que les députés prennent conscience qu'ils travaillent pour l'intérêt du peuple. Et que cet intérêt-là ne se négocie pas vis-à-vis du gouvernement. Il faut assumer avec responsabilité cette fonction de représentation, cette fonction de législation, cette fonction de contrôle, cette fonction de suivi et évaluation. Si nous ne le faisons pas, mais ça dépend de nos ressources. On dépend de nos ressources. Et ça crée une inadéquation dans le fonctionnement des institutions. On va terminer cette édition spéciale sur le règlement intérieur avec l'article 145. À la fin des vacances parlementaires, le député dresse conformément au canevas établi par le bureau de l'Assemblée nationale et dépose auprès de ce dernier un rapport sur la vie politique administrative. Le dépôt des rapports des vacances parlementaires est obligatoire. Est-ce que cela sera enfin respecté? Les députés auront-ils seulement, vous parliez des 40 voyages en France, auront-ils seulement les moyens d'aller et venir à la charge de l'État? Ça, c'est un problème. Vous savez que les collègues qui ne sont pas revenus, et nous-mêmes qui sommes des anciens collègues, nous n'avons pas encore reçu les titres de voyage de la dernière session. Donc, nous sommes allés en vacances avec nos propres moyens.
Ça, c'est une parenthèse. Mais pour cet article 145, l'innovation, c'est quoi, Christian? C'est que nous avons dit, il ne suffit plus de faire de rapports. Ces rapports doivent être versés, la synthèse, à notre commission suivi et évaluation qui vérifie la mise en œuvre des recommandations ou en fait rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Il y a des rapports qui s'accumulent, qui sont envoyés au gouvernement, mais qui n'ont pas de suite. Nous arrivons, les routes de dessert agricoles n'existent plus. Nous arrivons, il n'y a plus de bac. Nous arrivons, les hôpitaux ne sont pas suffisamment rapides. Les écoles sont dans un état de délabrement avancé. Donc, il y a pratiquement un abandon de l'arrière-pays. Et c'est nous, les députés, qui prenons ça en charge. Alors, nous avons dit à notre commission suivi-évaluation, parce que c'est une innovation qui était faite par nous, et je félicite, et je pense ici à l'honorable qui était à l'époque Lutundula et Évariste Bouchab, nous avons insisté pour mettre en place cette commission suivi-évaluation. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné, parce qu'il y avait un déficit dans l'écriture de texte. Maintenant, nous avons dit, les rapports vont aller à cette commission qui doit organiser une commission de rencontre avec le gouvernement pour que nous voyions jusqu'où les recommandations de l'Assemblée ont été exécutées. Monsieur Jacques Njoli, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions au pied levé. Vous étiez le président de la commission de rédaction du règlement intérieur. La suite, on l'attend, donc désignation du bureau définitif. Ce n'est pas dans le règlement, mais cela découle du règlement. La majorité semble avoir plusieurs candidats. Est-ce que, selon vous, le retard pris aujourd'hui ne serait pas téléguidé ou, on va dire, ne pas prêter d'intention à qui que ce soit? Ne profiterait-il pas à la recherche d'un candidat président quand nous savons que dans le seul présidium de l'Union sacrée, 3 des membres voudraient être au perchoir de l'Assemblée nationale? Mais la majorité a un chef, qui heureusement est chef de l'État. La majorité est disciplinée. Nous sommes allés aux élections. Nous avons fait tous campagne au nom de ces chefs. Donc, il appartient au président de la République, comme il a discrétionnairement choisi Madame Souni Mwatuluka, Premier ministre, il dira qui sera le président de l'Assemblée après avoir consulté ses collaborateurs de l'Union sacrée. Donc, je crois que la fumée blanche finira par sortir. On parle de séparation du pouvoir législatif, exécutif. C'est de bonne loi que le président de la République choisisse le président de l'Assemblée nationale. Vous savez, la théorie de séparation du pouvoir est une théorie mythique. Mais aujourd'hui, la vraie séparation est politique. Une majorité qui gouverne avec 2 branches. Une branche législative et une branche exécutive. Et une opposition qui contrôle sous l'arbitrage du peuple. Voilà la nouvelle forme de la typologie de la séparation des pouvoirs. Avec une autorité morale, le président de la République. Il faut trancher. Qui, selon la Constitution, ne peut plus être à la tête de gros groupes. Il n'est pas, c'est pourquoi vous l'avez appelé autorité morale, parce qu'il n'est pas dans l'architecture, il y a un présidium. C'est une appellation, hein. Dans les faits, on voit bien que c'est lui le président, il n'est pas qu'autorité, puisque c'est lui qui prend la décision de la désignation. Non, il oriente la majorité à avancer dans la bonne direction. Monsieur le député Jacques Njoli, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et encore une fois, remerciement à Top Congo d'être au service du peuple et nous les députés, puisque nous sommes des élus du peuple, nous resterons toujours à côté des Top Congo. Merci beaucoup. Et cette édition spéciale se termine ici. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans quelques instants avec un nouveau journal. Demain, on se retrouve en face à face avec un nouvel invité. À bientôt.